Salut les amis, ravi de vous retrouver. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu et ça fait longtemps justement qu'on voulait débriefer de la Formule 1 et un Grand Prix. Et ça tombe bien, hier il y avait Grand Prix, il y avait course du côté de Miami et on se retrouve dans Paddock Pass. Et bien pour en parler justement et revenir sur 57 tours qui ont été peut-être palpitants, c'est à eux de nous le dire. Nos chroniqueurs vedettes dans cette émission, à commencer par Monsieur Hamza Ramani. Comment ça va Hamza ? Ça va et toi ? La forme, tranquille. Palpitant ? T'as aimé ? Palpitant ? Un petit peu ? Palpitant. Ah si, palpitant, hein. Ça va. Palpitant. On commence sur une note positive. C'est Oui. bien dans cette émission. C'est si c'était- rare en 2026. Avec Monsieur Despiello qui est avec nous cette semaine. Comment ça va Pierrot ? Bah ça va très bien, effectivement. Moi j'ai pris du plaisir sur ce Grand Prix, bizarrement j'ai envie de dire. Mais c'était J'ai- palpitant. C'était palpitant. Ok. Bah palpitant. Non mais évidemment qu'il y a un milieu de course qui est un ventre mou, mais ça c'est la Formule 1 normale, hein. Je veux dire, il n'y a rien de très fou. Est-ce que ton palpitant s'est un peu emballé ? Un tout petit peu emballé dans cette course ? Ouais, c'était palpitant. Non mais il est amorphe, regarde-le là, il est complètement amorphe le Non gamin. mais sérieusement, et sans second degré, en étant tout à fait premier degré, ce serait quoi la note qu'on donne à ce Grand Prix les gars ? Oh, franchement moi je lui donne un bon 14 hein. Bon 14. Ouais. Je pense que c'est pas la course la. En termes de spectacle depuis le début de saison, c'est celle où pense que c'est la meilleure. pris le plus de plaisir. Après, il y a quand même pas mal de choses à dire, mais oui, en fait, on partait de tellement loin que. On pouvait que augmenter là. On va en Mais la séance de qualification, Oui. c'était mieux. Oui, c'était mieux. Ouais. Même si on a vu des pilotes allumés en jaune au premier secteur pour faire le meilleur tour à la fin. Mais c'est la F1 2026 les gars, il faut s'habituer à ça. Avant bien sûr qu'on en arrête avec cette répartition 50-50. Ça va vite dégager. Promis, aujourd'hui on va ne parler que de sportifs dans cette émission. On n'aura pas d'enseignement et bien justement consacré aux nouvelles règles, à la nouvelle réglementation, à la nouvelle philosophie. On va prendre le temps et puis il y a des choses qui se passent aussi en coulisses en Formule 1. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Petit rappel du résultat justement de ce Grand Prix de Miami. 57 tours couverts et une nouvelle victoire, la troisième consécutive, celle d'Andrea Kimi Antonelli qui s'impose devant deux McLaren qui sont de retour justement sur l'avant du classement. George Russell, l'autre Mercedes qui miraculeusement arrive à sauvegarder la 4e place. Max Verstappen aussi, première Red Bull à la 5e. Lewis Hamilton, première Ferrari, mais après la pénalité subie par Charles Leclerc qui est finalement 8e. Franco Colapinto à la 7e place. Et puis les premiers points également de Williams les gars. Carlos Sainz, Alexander Albon qui s'invite dans ce top 10. Bon week-end pour Williams, week-end très compliqué pour les Français. Si vous pouvez me parler de Gasly Ocon parce que Isaac Hadjar on se le réserve en enseignement. Bah Gasly se fait torpiller par Liam Lawson qui a un problème de transmission, qui met la voiture en anti-calage et donc du coup Liam Lawson sous-vire et peut pas arrêter la voiture, donc la cabriole, ce qui est vraiment dommage parce que on attendait les Alpines quand même plutôt devant entre guillemets sur le milieu de peloton. A priori les améliorations d'Alpine sur la voiture de Gasly fonctionnaient pas suffisamment bien par rapport à la voiture de Colapinto qui a été quand même très performant tout le week-end, donc un peu dommage pour Gasly parce qu'il manque de marquer des points malheureusement à cause de ça, mais bon on verra ce que ça donne, mais je vais laisser Hamza parler de notre ami Esteban Ocon. Non, mais depuis le début de saison, il y a cette crainte autour de ce début de saison par rapport à son coéquipier Oli Berman. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on a eu 3 pilotes français qui étaient derrière globalement sur l'ensemble du week-end leur coéquipier. Exactement, qui ont pas mal souffert et c'est vrai que la Haas notamment a pas mal souffert sur ce tracé justement de Miami. On n'en parlera pas des Français mais on en a parlé, et de quoi on va parler dans cette émission ? Des 4 enseignements, on les découvre justement ensemble. On va commencer à évoquer celui qui fait trop chichi, trop de ouin-ouin comme chantait Sainz Pacro il y a quelques années, monsieur George Russell. Est-ce que c'est bientôt fini les excuses George ? Il va falloir muscler son jeu et se réveiller. Il a été en grande difficulté à Miami, si ça n'a pas été le cas d'Antonelli qui a enchaîné, on l'a dit, sur une 3e victoire consécutive et qui est rentré encore un peu plus dans les livres de statistiques de la Formule 1. McLaren, comme d'habitude, le bond en avant, le pack d'évolution qui fonctionne, et McLaren qui pourrait titiller Mercedes dans cette saison. C'est une des questions qu'on aura à se poser dans ce deuxième enseignement. On évoquera le cas Ferrari, du bon travail mais mis à la poubelle par deux pilotes qui avaient décidé de faire quelques petites erreurs. Il y aura des circonstances atténuantes, on y reviendra ou pas d'ailleurs. Et puis Red Bull, est-ce que l'histoire ne se répète pas les gars ? Premier package d'évolution, Max Verstappen
Verstappen beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus performant, et un Isaac Hadjar, lui, en difficulté. Est-ce que la malédiction du numéro 2 recommence? C'est l'une des questions qu'on se posera dans ce 4e et dernier enseignement. Avant de commencer les hostilités, n'oubliez pas le pouce levé, les amis, si vous vous régalez sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est très 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 important, à booster aussi également Paddock Pass, et puis bien évidemment à répondre en commentaire à tous les sujets que l'on va évoquer dans cette émission. Et puis la dernière chose que je vous demande, c'est très important pour soutenir la meilleure équipe de Formule 1 qui a quand même fait le buzz il y a quelques semaines, parce que il faut le dire les gars, quand un pistonné arrive sur un circuit, il lui suffit d'une question pour faire un buzz worldwide. Moi, je me rappelle de Fred Vasseur à l'époque du Grand Prix de France. Là, ça a été Fernando Alonso il y a 10 jours. Voilà, emmenez-nous sur les circuits, poussez-nous les amis et suivez Paddock Pass. Suivez le Paddock RMC sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter notamment. C'est très important. C'est toi qui as posé la question à Fernando Alonso ? Il paraît. Okay. J'ai entendu dire que Franck Montagny, que c'était Franck Montagny, mais non, c'était bien moi. Voilà, c'était bien moi. Mais ce n'est qu'une pierre de plus à l'édifice construit par Feu les pistonnés, devenu Paddock Pass, les amis. Non, mais c'est vrai, on n'est pas souvent sur les circuits, mais dès qu'on y est, ah bah ça y va, hein, ça renvoie. Petite question qui fait mouche, et puis derrière, c'est repris à peu près partout. Voilà, il y en a, c'est pas. Yann, c'est pas. Il t'a répondu en français, ça c'est beau. Petite émotion, j'avoue, à ce moment-là, un peu perdu dans la tête. L'enfant qui était en toi a très clairement a pris le dessus à ce moment-là. Les gars, on attaque tout de suite. Le premier renseignement, parlons de George Russell, la grande déception de ce week-end, la grande inquiétude aussi autour du pilote britannique. Récap des faits du côté de Mercedes, qui a vu quand même la hiérarchie se rapprocher, se resserrer. Mercedes n'est peut-être plus aussi dominante qu'elle ne l'était par le passé. Et on vous a récapitulé tout ça, et bien justement avec ce petit tableau. Déjà, pour commencer, le premier point, les gars, la communication hasardeuse de jeudi, on y reviendra. Jeudi, George Russell nous explique en conférence de presse qu'il est très surpris après un mois de pause que les autres équipes arrivent avec des nouveautés. Tiens, c'est pas si étonnant quand on connaît la Formule 1. Le rythme inquiétant aussi, bien sûr, tout au long de ce week-end. On rappelle, il prend 4 dixièmes par Andrea Kimi Antonelli en shootout sprint. Il reprend 4 dixièmes derrière en qualification et il échoue, on le rappelle aussi, à plusieurs secondes à l'arrivée. Je me l'étais noté, mais je n'arrive pas à le retrouver. Bref, il arrive avec beaucoup de retard derrière Andrea Kimi Antonelli. Il n'a jamais été dans le rythme. À l'inverse, le petit Italien... 43 secondes. 43 secondes, merci beaucoup, c'était important. Ça fait quand même beaucoup, hein. Il fallait en effet le signaler. Andrea Kimi Antonelli, à l'inverse, qui pour la première fois a battu son coéquipier, en tout cas à la régulière, sans circonstances atténuantes. 3e victoire consécutive et désormais 20 points d'avance. Et pourtant, le week-end d'Andrea Kimi Antonelli n'a pas été parfait. On repense notamment à cette course sprint où il a un peu surconduit, où il a été notamment pénalisé. Et puis, la nouvelle excuse de George Russell ce week-end, c'est la piste, c'est le tarmac qui ne lui convenait pas. Aidé par Toto Wolff, on le verra tout à l'heure, que des explications là encore une fois un petit peu lunaires. On avait connu du côté de la Chine le problème justement de réglage sur la voiture qui avait été dicté par Mercedes et qui avait posé des problèmes à George Russell. La safety car du côté du Japon et désormais la piste du côté de Miami. Les gars, qu'arrive-t-il à George Russell? Comprenez-vous le niveau de performance du Britannique, notamment sur ce week-end? Moi, j'ai davantage envie de valoriser d'abord Antonelli, donc peut-être que Pierrot a quelque chose à dire sur Russell. Je vais encore me faire détruire sur les commentaires parce que j'ai pas non plus un amour fou pour George Russell, mais en fait, ce qui me surprend, c'est la surprise de George Russell, en fait, tout simplement de dire oui, y en a qui arrivent avec des packages. Oui, mon gars, en fait, faut bosser quand on n'est pas sur un Grand Prix. Enfin, je veux dire, on bosse toute l'année, donc c'est normal d'arriver sur un Grand Prix avec des améliorations. C'est sûr que forcément, après une si longue pause, même si c'était un week-end sprint, il faut le rappeler, et qu'on avait quand même 1h30 de free practice en début de week-end. Bon, c'est pas non plus toujours suffisant pour faire comme Ferrari est arrivé avec 11 améliorations, pour vraiment dresser tout le portrait, etc., de si la voiture va mieux ou pas, même si on a quand même des bonnes espérances. Mais là, je vois un George Russell qui coule sous l'eau, qui trouve des excuses, c'est l'enfer. Et quand je me revois à Melbourne avec un George Russell où je me dis putain, on va en prendre plein la tête, là ça y est, il est installé, il est bien, etc. Il paraissait très sûr de lui, et là aujourd'hui on a quelqu'un qui essaie de trouver les excuses, qui essaie peut-être aussi de comprendre ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il comprend pas bien pourquoi Antonelli lui met la tête mais littéralement sous l'eau comme ça. Donc je suis surpris par sa surprise, et en fait il est pas dedans, quoi. Il est pas dedans et j'ai du mal à l'expliquer. Après 20 points de retard, c'est beaucoup après 4 courses.
il reste quand même tout un championnat qui est censé durer sur 22 Grands Prix, peut-être plus s'ils parviennent à recaser un ou deux Grands Prix. Mais il faut juste, dans la lecture du championnat, faire attention. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà tombé dans ce piège, notamment avec 2021 Hamilton Verstappen. Attention à ne pas considérer que le retard pris en début de saison va se rétablir parce que le pilote que l'on considère, nous, en début de saison, comme étant le grandissime favori, à la longue, sur l'ensemble d'un championnat, il va réussir à faire la différence petit à petit, à grappiller. Hamilton, en début de saison, Verstappen, quand il lui mettait des coups de roue, notamment à Imola, il s'est retrouvé dans cette situation où le favori a pris du retard, et le retard, il a su le rattraper à la fin, mais peut-être pas dans un momentum où on s'y attendait forcément. Rappelez-vous le début de saison d'Hamilton, le rookie, notamment face à Fernando Alonso, Nico Rosberg en 2016, lorsqu'il est champion du monde, pareil. Il construit son avance aussi en début de saison. Donc sur la lecture du championnat, côté George Russell, il va quand même falloir rapidement trouver des solutions. Ouais, mais alors, moi, je vais pondérer un truc, c'est que dans la manière dont George Russell évolue aujourd'hui sur les 4 premiers Grands Prix de la saison, je vois pas quelqu'un qui est mobilisé et qui prend effectivement des coups dans la tête, que ce soit la safety car, que ce soit des problèmes de strat 12, je sais pas quoi, quand il dit mais les gars, j'étais pas dans le bon mode pour la relance. Je vois pas quelqu'un qui en fait est proactif, est parfait entre guillemets, et du coup subit simplement des événements extérieurs. Je vois quelqu'un qui subit tout court. Et en fait, c'est là la différence avec les pilotes que tu citais, que ce soit Rosberg, que ce soit Hamilton, que ce soit qui c'est qu'on a dit d'autres, Verstappen, etc. Sur le duel 2021. Donc moi, je vois pas quelqu'un qui est mobilisé et qui sait qu'il a fait le maximum. Je vois quelqu'un qui fait des erreurs, qui a pas une équipe qui est vraiment là pour l'encadrer, contrairement à Antonelli, tu vois. Alors que tu évoquais son côté proactif, la proactivité de George Russell, c'est justement c'est dans les médias, sa force. Non mais même en piste, même dans cet aspect stratégique, c'est ce qui était sa force les précédentes années. Ouais, sauf que là aujourd'hui, tu te retrouves dans la posture du favori au sein de la structure de l'équipe qui est censée gagner par rapport à cette nouvelle réglementation. Et dans cette équipe-là, tu as un quasi-rookie qui dispute sa deuxième saison seulement en professionnel, en Formule 1, et un George Russell qui est quand même présent en Formule 1 depuis plusieurs années. Et c'est la première vraie chance de titre de Russell. Quelques réactions justement, parce que la communication elle est à décrypter, et la question qui viendra après, c'est est-ce que vous êtes véritablement inquiets les gars pour George Russell? Alors déjà on a George Russell en conférence de presse lors du Media Day, c'était jeudi, qui parlait justement des évolutions de cette guerre au développement, et il dit ceci, George Russell: je pense que nous sommes un peu surpris que certaines écuries aient apporté leurs évolutions à Miami. Nous attendions à ce que beaucoup d'équipes apportent justement leurs améliorations à Montréal. Nous espérons d'ailleurs avoir une évolution un peu plus importante au Canada. Espérons, nous dit George Russell, qu'on n'ait pas trop de retard justement à rattraper. George Russell qui, après des performances vraiment demi-teintes vendredi et samedi, se présente face à la presse et déclare notamment ceci, c'était à motorsport.com, il dit je dirais qu'il y a probablement 3 pistes sur 24 sur ce calendrier qui sont de vraies anomalies pour moi, et Miami est vraiment au sommet de cette liste. Il y a très peu de grippe, on glisse beaucoup, l'asphalte est chaud, c'est similaire au Brésil ou aux Pays-Bas où Kimi était également plus performant que moi. Je préfère quand il y a beaucoup plus de grippe, quand le pneu et la voiture sont beaucoup plus connectés au sol. Et derrière, la question elle a été posée aussi à Toto Wolff qui était au micro de Sky Sports et qui est venu justement défendre son pilote. Écoutez plutôt, George m'a dit qu'il avait des difficultés sur certains circuits avant même ce qu'il a dit après sa qualification. Ici, l'asphalte est très lisse, c'est un peu comme un joueur de tennis qui est bon sur terre battue et un autre sur surface dure. Honnêtement, franchement, la culture de l'excuse, les explications, le fait qu'il y ait toujours un problème, une excuse justement dans les médias, on a l'impression presque qu'il est un petit peu déconnecté et on met tout ça en corrélation avec son niveau de performance ce week-end. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite les gars pour George Russell, ou est-ce que, comme il l'expliquait, c'est une anomalie, c'est un circuit qui lui convient pas et ça ira mieux dès 3 semaines à Montréal où il a l'habitude de performer? Oui, ça va aller mieux à Montréal. Enfin, j'ose espérer que ça va aller mieux à Montréal, mais en fait, ce qui me saoule un peu, c'est la communication autour de ça, de prendre l'analogie des joueurs de tennis en disant ah bah oui, sur terre battue, sur surface dure, sur gazon, etc. Ça va, on fait pas du rallye non plus, on n'est pas sur de la neige, on n'est pas sur de la terre, on n'est pas sur de l'asphalte. Je veux dire, ok, il y a des différences de typologie de circuit. T'as une piste comme Bahreïn qui est très abrasive, t'as une piste qui est très lisse comme Miami par exemple. C'est pas forcément tout à fait le même ressenti, etc. Mais à un moment donné, on dispute 24 Grands Prix sur l'année. Faut être bon en moyenne. Et là, pour le coup, bon bah oui, c'est un des circuits sur lequel il est pas bon. Mais de là à aller chercher l'analogie de l'excuse de ceci, de cela.
on souffle en vrai, c'est bon, ça va quoi. Stop. Maintenant, on verra au Canada. Au Canada, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, en 2024, je sais plus, mais ça avait bien fonctionné pour Mercedes, notamment par des températures plus fraîches. Et George Russell était quand même pas trop mal. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite, mais en fait, il serait temps de se mettre au boulot, quoi. Après, tu parles de température plus fraîche sur la course dimanche. La piste a perdu une vingtaine de degrés par rapport au vendredi et au samedi. On est d'accord. La grosse averse du dimanche matin. Donc, c'est une interrogation. Après, moi, la culture de l'excuse, j'aurais quand même tendance à croire au Russell parce qu'effectivement, les pilotes ont des circuits favoris et inversement. Norris, là-dessus, on est d'accord. Mais c'est la manière de justifier qui moi, me dérange. Tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Russell, il est dans une posture où lui a envie d'expliquer, mais peu importe ce qu'il dira, en fait, Pierrot ne sera pas content. Bah c'est vrai. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, bah c'est un circuit qui lui va pas. Ok, d'accord. Bon bah très bien, mais en fait, viens pas me parler de tennis, quoi. Ça arrive à tout le monde de pas avoir un circuit qu'il apprécie et c'est normal et voilà. Mais tu vois, il parlait du Brésil, je crois. Pour dire que Brésil, tout à fait. Il a quand même gagné au Brésil sa première victoire. Hein, à température fraîche à l'époque. Donc bon, à un moment donné, ok, mais faut faire le taf. Exactement. Voilà pour George Russell, les amis. On attend une réaction, en tout cas de la part de George Russell. On l'a dit, 20 points de retard pour le moment sur Andrea Kimi Antonelli, mais Lamza l'a très bien dit. Et il y a encore beaucoup de courses à jouer. Parlons d'Antonelli quand même, c'est la grande réjouissance. Moi, les gars, je vous le dis très honnêtement, Andrea Kimi Antonelli, pendant ces 5 semaines où on n'a pas eu de Formule 1, il y a eu beaucoup de débats. Je trouvais qu'il y avait une petite enflammade parce que sur les 2 précédentes victoires, on pouvait quand même céder à George Russell que les circonstances atténuantes dont il avait été victime pouvaient être justement des explications au fait que Andrea Kimi Antonelli avait su tirer son épingle du jeu. J'avais l'impression aussi qu'Antonelli payait moins cher ses erreurs que le Britannique depuis le début de cette saison, mais là, il n'y a rien à dire sur ce week-end. À la régulière, il a dominé justement son coéquipier. 3e victoire consécutive, on l'a trouvé, moi je trouve, en tout cas dans le body language, dans le langage corporel, très détendu, à sa place en tout cas, et impressionnant notamment au moment où il a fallu changer ses réglages et trouver des solutions pour la deuxième partie du week-end. Là, il s'affirme comme un sérieux prétendant, notre ami Andrea Kimi Antonelli. C'est pas mal pour un pilote qui a fait 12e il y a 2 ans à Barcelone en F2, à qui on promettait l'enfer, un pilote surcoté. Brice n'est pas là aujourd'hui, Brice n'est pas là. Je tiens à le dire. C'est le fantôme de Brice. C'est le fantôme de Brice ici. Là. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'Antonelli, il y a toujours cette interrogation quand tu es un jeune pilote qui découvre et peut-être qu'il va encore en commettre des erreurs. Là, son week-end, il n'a pas été impérial de toute façon. Il y a encore. Mais très sincèrement, qui autour de ce plateau, en tout cas, moi, je ne m'imaginais pas un tel début de saison d'Antonelli. Je suis d'accord. Qui pouvait imaginer Antonelli qui, après 4 courses, compterait 20 points d'avance sur son coéquipier et avec un tel bilan statistique, avec encore autant d'imperfections, aussi bien chez Mercedes que chez Antonelli. Et pour dire, on pensait même l'inverse. On pensait que ça allait être George Russell qui allait être plus dans cette position d'Antonelli que Antonelli lui-même, tu vois. Mais de le voir, en fait, il a fait des erreurs ce week-end, mais il a fait très peu d'erreurs. Et en fait, il a toujours réussi à rattraper les erreurs qu'il faisait. Je prends le départ, bon, c'est toujours un problème, visiblement. Toto nous a dit que c'était un problème qui vient de Mercedes, qui vient pas forcément de Kimi. Il va falloir bosser, parce que chez McLaren, ils ont le même moteur, tout va bien. Je veux pas dire, mais bon, il y a effectivement peut-être des procédures qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ont pas fait correctement. Maintenant, quand je vois le rythme qu'il affiche, la manière dont il veut aussi peut-être dépasser ou ce genre de choses, et Charles Leclerc s'en est plein, notamment en sprint, je crois, où effectivement il y a un wheel to wheel, un roue contre roue qui est un peu trop agressif et qui va pas rechercher de l'intelligence de course sur le positionnement et il va peut-être aller chercher une ouverture ou en tout cas une volonté d'aller prendre un dépassement dans des endroits un peu spéciaux et originaux où généralement on s'attend plus à avoir un Max Verstappen faire ce genre de manœuvre. Mais ceci étant dit, là sur le Grand Prix, moi j'ai vu un pilote qui a gardé la tête sur les épaules, s'est un petit peu inquiété sur la fin de course avec un potentiel problème mécanique. Mais en fait, j'ai vu quelqu'un de solide, de proactif comme tu disais pour entre guillemets George Russell. Là j'ai un pilote proactif, là j'ai quelqu'un qui bosse sur sa course, réfléchit sur sa course et avance dans le bon sens et subit pas les éléments, ou en tout cas quand il subit les éléments, il repart au combat, quoi. Exactement. Et comment excuse-moi, vas-y. Non, mais la statistique est folle. C'est un pilote qui a converti ses 3 premières pôles en 3 victoires. Dans l'histoire de la Formule 1, c'est jamais vu. Jamais arrivé. Jamais vu. C'est fort. Sur les 3 premières pôles consécutives, c'était Schumacher, Senna.
et Senna. Et les 3 premières victoires consécutives, c'était Hakkinen, Schumacher. Non, t'as les non. 3 premières victoires consécutives, t'as Hakkinen, Ascari et Damon Hill. Mais pas sur leurs 3 premières pôles. Mais pas sur Mais leurs 3 pas sur premières les 3 pôles, tout à fait. premières pôles, Celui qui regroupe les deux, c'est Antonelli. Putain, mais ça, c'est fou. C'est quand même assez impressionnant. Il est en train de marquer l'histoire dans ce début de saison. Là, encore une fois, on reste patient. Je crois que la jurisprudence Piastri de l'an dernier nous a appris aussi que, par exemple, ce qui est arrivé à George Russell ce week-end peut arriver à Kimi Andrea Antonelli un petit peu plus tard dans cette saison. Et puis, il faudra voir aussi avec la pression montante comment, justement, il gérera tout ça. Mais c'est moins grave que ça arrive en courte saison que ça arrive en début de saison. Parce qu'en début de saison, derrière, pour reconstruire un momentum, ça demande peut-être beaucoup plus d'énergie que d'être en milieu de saison, d'avoir un trou d'air comme il a eu finalement l'année dernière Antonelli, même si le trou d'air a duré quand même, je trouve, très longtemps. Avoir un trou d'air, derrière, tu peux quand même te re-regarder entre guillemets un peu ton passé et dire je suis capable quand même de gagner des grands prix, je suis capable de performer, etc. Je vais retrouver ça. Quand tu démarres la saison et que tu es là, surtout sur une nouvelle réglementation châssis moteur, et que tu avances et que tu fais putain, je trouve pas la clé de compréhension, il te faut peut-être un bon résultat, peut-être pour déclencher quelque chose, et encore, c'est même pas sûr. Mais dans le cas de George Russell, moi je suis un peu plus inquiet. Rappelez-vous juste, pardon Manu. Vas-y, t'inquiète, excuse-moi. C'était quoi 2024, je crois, où Verstappen bâtit son avance en début de saison et derrière, avec une voiture moins performante, parvient à conserver cette avance. Il conserve cette avance aussi parce que derrière, Lando Norris était en incapacité de lui reprendre des points alors qu'il avait la meilleure voiture. Mais là, c'est aussi un scénario qui peut arriver cette saison. L'avance d'Antonelli qu'il est en train de se bâtir, ne soyons pas aujourd'hui dans l'optique d'une Mercedes qui, de 2014. façon certaine, va dominer toute la saison. On peut avoir, je sais qu'on en parlera dans les prochains enseignements, on peut avoir un momentum plutôt McLaren, un momentum peut-être plutôt Red Bull, un autre peut-être plutôt Ferrari. Et à ce moment-là, cette avance que tu réussis à te bâtir aujourd'hui sur ce début de saison, ça peut te permettre à la fin de la saison d'être champion du monde. Exactement, tu fais bien de le rappeler. On va en parler dans le deuxième enseignement, celui consacré à McLaren, juste pour boucler ce premier sujet, les gars. Bel hommage de Andrea Kimi Antonelli, aussi également Alex Zanardi qui nous a quitté ce week-end, et c'était un joli trait d'union, on l'imagine, pour l'Italie, de pouvoir honorer l'un de ses grands champions, bien sûr, et puis de fêter la victoire de celui qui représente l'avenir. Un petit mot sur Zanardi, les gars, très rapidement. Résilience. De quoi ? Résilience, complètement. Grande inspiration pour se dire que la vie n'est jamais terminée. Exactement. Voilà, en tout cas, on pense très très fort à Alessandro Zanardi. Deuxième enseignement, justement, les gars, on va parler de McLaren, le célèbre tube, comme d'habitude, et surtout le célèbre tube des évolutions qui marchent. Justement, petit récap, le bond en avant de cette MCL 40. McLaren qui a encore une fois bien tenu ses promesses. Proche de la victoire, on le rappelle, du côté du Japon. Les papayes sont arrivés avec beaucoup de nouveautés, et la première partie justement d'un package très agressif qui va être déployé en 2 temps. Première partie à Miami, deuxième partie du côté de Montréal, et on l'a vu, McLaren a retrouvé une certaine domination, notamment en sprint avec le doublé, et puis du rythme aussi également en qualification et en course. La méthode Rob Marshall, toujours gagnante, c'est avant tout la victoire justement d'une approche particulière, celle de McLaren depuis quelques années. Rob Marshall, on le verra un peu plus tard, nous en a parlé. Rob Marshall et tout le département technique bien évidemment de McLaren. Encore des évolutions qui marchent, une constante depuis quelques années, je vous le disais, et comme en 2023 et 2024, McLaren arrive avec un game changer en cours de saison, fait un bond en avant, alors que le titre de champion justement a limité leur capacité de développement en CFD et également en soufflerie. L'avantage net offert aussi par le moteur Mercedes, il va falloir en parler parce que c'est quelque chose qui nous a passablement marqué dans ce week-end. On a compris, là cette fois-ci, c'était un peu moins clair sur les 2 courses précédentes, qu'avoir le moteur Mercedes était un réel avantage. Aucune voiture en dehors du top 10 n'est équipée justement de cette unité de puissance. On a vu le bond en avant également de Williams. Et cette question, les gars, ces dernières années, McLaren nous a habitués justement à pas mal développer, à bien travailler sur l'aéro. Mercedes nous a beaucoup déçus dans l'ère justement de l'effet de sol sur les nouveautés apportées et sur le gain de performance. Est-ce qu'à moteur égal, McLaren ne peut pas humilier la firme à l'étoile dans cette saison de la révolution, dans cette saison 2026? Votre avis global sur cette nouvelle prouesse et performance de la part de l'écurie Papaye? Moi, très agréablement surpris par McLaren, et on entendait Romain Grosjean qui en parlait sur Canal en disant qu'ils avaient une très très bonne corrélation, donc le travail fait à l'usine en CFD, en soufflerie, qui se retrouve bien en piste.
Donc en fait, dès qu'ils apportent une amélioration, ça fonctionne, ça se voit. Donc ils ont un très très bon process là-dessus. Et quand j'avais eu la chance de visiter l'usine d'Enstone chez Alpine, on m'avait dit que c'était un travail perpétuel justement de bosser sur cette corrélation-là, que c'était un travail de tous les jours, de toujours mettre à jour entre guillemets la soufflerie pour que ça soit vraiment réel. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en tout cas sur toute cette période. Après on en parlera je pense avec Rob Marshall et la méthode entre guillemets pour pouvoir construire une voiture aujourd'hui en 2026 qui soit performante. C'est pas simplement que du moteur, il y a beaucoup effectivement sur le moteur, mais comme on a changé beaucoup l'aéro et le châssis pour pouvoir justement permettre au moteur de pas trop souffrir, même si ça souffre quand même. Il y a un vrai travail sur le châssis qui a été fait chez McLaren et aujourd'hui, je sais pas si c'est la meilleure voiture, mais c'est en tout cas le meilleur package moteur-châssis à mon avis. Ce qui est fort, effectivement, c'est d'avoir la certitude que les pièces vont fonctionner lorsque tu as l'idée de les concevoir. Ça, c'est une force, mais en Formule 1 qui est juste exceptionnelle. Ça met à l'aise dans l'écurie, dans l'usine, c'est incroyable. Il va dire ça à Aston Martin. Oui. Ou à beaucoup d'autres, d'ailleurs. J'ai pris l'exemple d'Aston Martin parce que c'est peut-être le plus criant. Ouais. Mais c'est une force indéniable. Ça te permet aussi de faire pas mal d'économies. Sur l'aspect financier parce que bien sûr. Que tu peux focaliser tes moyens financiers justement sur telle pièce, sur telle partie de la voiture et que tu veux amener telle partie pour tel grand prix et que tu sais à ce moment-là que ça va marcher, ça va apporter un gain de 1, 2 ou 3 dixièmes. Et surtout je te coupe juste 2 secondes, c'est que McLaren sont ceux qui vont avoir le moins de temps de soufflerie, qui vont avoir aussi un budget assez serré, donc du coup il faut qu'à chaque fois qu'ils amènent une amélioration ça fonctionne, et si ça fonctionne ils sont en train de très très bien réussir leur saison 2026. Excuse-moi. Non mais tu fais bien, tu dois maximiser là où d'autres peuvent se permettre une petite erreur ou 2 petites erreurs, eux ils n'ont pas le choix, et te retrouver aussi rapidement finalement à te battre pour des victoires, bah sincèrement je m'y attendais pas. Alors évidemment que le moteur Mercedes ça aide, indéniablement, on voit les statistiques. Il y a eu les statistiques des 15 meilleurs tours par exemple sur ce Grand Prix de Miami effectué en course. Ce sont les 15 meilleurs tours effectués par des pilotes motorisés par Mercedes. Donc il y a évidemment cette aide technologique apportée par Mercedes, mais encore une fois, avoir le moteur Mercedes ne t'offre pas de garantie de victoire. Il faut être en capacité de l'analyser, de le comprendre et aussi de l'intégrer par rapport à toi, les évolutions que tu veux évoluer. Et de savoir l'exploiter aussi, parce qu'on ne donne pas le manuel de mode d'emploi sur le Mais vraisemblablement, on a trouvé des solutions en tout cas pour l'exploiter ce moteur. Parlons de l'aéro, et si vous voulez on reviendra très rapidement sur le moteur après. C'est quoi la méthode Rob Marshall? C'est quoi la méthode justement de McLaren? Comment font-ils pour toujours apporter des évolutions qui marchent? Eh bien on a eu justement des déclarations très intéressantes, c'était il y a quelques jours, une semaine, 10 jours avant ce Grand Prix de Miami, de la part de Rob Marshall qui nous dit, il disait justement à Racing News 365, nous sommes partis sur une base plutôt neutre pour nous laisser la possibilité d'explorer plusieurs directions en voyant aussi ce que les autres avaient à proposer. Nous regardons tout, certaines choses nous sont impossibles à exploiter car cela nécessite des changements architecturaux que le budget capé ne permet pas de faire, mais l'essentiel est que nous regardons pratiquement tout ce que font nos concurrents d'un bout à l'autre de la grille et nous essayons d'évaluer si ces éléments fonctionneraient sur notre voiture. Rob Marshall qui rajoute un petit peu plus loin, il y a une phrase courante en Formule 1 selon laquelle copier ne fonctionne pas, que ce qui fonctionne sur une voiture ne fonctionnera pas sur une autre, mais ce n'est pas forcément vrai. Le double diffuseur a fonctionné sur une voiture et tout le monde l'a copié, donc la copie fait tout simplement partie de la F1. Il y a une chose dans le fait de copier les autres, c'est d'essayer réellement de comprendre ce qui se passe, ce que l'autre équipe essaie d'accomplir, c'est là que réside le véritable secret, car vous pouvez copier quelqu'un sans avoir sa compréhension. Intéressant quand même ce que nous dit Rob Marshall, c'est-à-dire qu'on observe tout, on prend des photos, on va pas se mentir, ça avait été le cas en 2023 quand c'était arrivé avec cette nouvelle spécification B et que cette voiture ressemblait beaucoup à la Red Bull, mais qu'on avait compris que eux avaient compris le fonctionnement de la Red Bull et Red Bull nous avait expliqué après, ils sont allés encore plus loin dans le concept et ils ont poussé le concept justement à un niveau que nous en fait on n'est pas capable de pousser. Voilà pourquoi Red Bull avait changé sa voiture et de philosophie bien justement en 2024. C'est quand même une approche très intéressante, on est vraiment dans l'essence de la F1 qu'on aime. Oui, mais ce qui me surprend quand même, c'est qu'ils soient en capacité de réagir aussi vite après avoir pris les informations des concurrents et de construire aussi rapidement. Moi, j'ai un doute. Tu penses qu'il y a du bluff là-dedans ? Je pense qu'il y a du bluff. La philosophie, que ce soit cette philosophie adoptée chez McLaren, je l'entends, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est la 4e course de la saison, on est début mai. Ça voudrait dire qu'en l'espace de 2 mois, tu as été si rapide pour
prendre les informations, les sélectionner, dire ça va marcher, ça va pas marcher, ça va marcher, ça va pas marcher de tel ou tel concurrent, être en capacité de construire les pièces, de les intégrer et tout de suite les faire fonctionner. Je me dis, si vraiment c'est le cas, je trouve ça exceptionnel au niveau du timing. C'est vrai qu'on est début mai. Généralement, on a porté des nouveaux packages pour Barcelone, qui était la première course européenne, et j'arrive pas à me souvenir si c'était début mai ou plutôt fin mai, parce que fin mai, généralement, c'était Monaco, donc on était peut-être à, on va dire mi-mai. Ceci étant dit, je rejoins Hamza sur le fait que c'est quand même très impressionnant. Je sais que effectivement, chez McLaren, comme chez toutes les équipes, dès que les voitures ont commencé à rouler sur les premiers tests, et on était fin janvier, donc c'est quand même relativement tôt par rapport à avant. C'est vrai. Donc elles ont commencé à rouler fin janvier. On a pris des photos, et alors chez toutes les équipes, on envoie des photographes qui viennent prendre des gros plans de voitures qui roulent, etc. On se rend compte de qui fait quoi et tout. Ceci étant dit, effectivement, ça veut dire que déjà de 1, ça montre que McLaren est extrêmement bien organisé sur leur process, et ça c'est méga important, et c'est pas pour rien qu'ils sont champions du monde, contrairement à d'autres écuries où c'est un peu plus la pagaille. Et puis surtout, le concept de la voiture neutre, entre guillemets, de Rob Marshall, oui, parce que ça permet d'avoir une voiture effectivement neutre sur laquelle ils vont bosser d'abord le moteur, le déploiement, etc., tout le software, d'avoir une voiture qui est équilibrée correctement, et puis qui, tu sais comment elle fonctionne et tu te fais pas piéger par. Derrière, tu y apportes effectivement les améliorations que tu as pu voir, que tu as pu tester et que tu as pu bosser. Et là, je peux vous dire que depuis janvier et les premières sorties des voitures, ça bosse jour et nuit comme jamais dans les départements de conception, de design, etc. Donc effectivement, apporter les bonnes pièces aux bons endroits, en les ayant un peu testés effectivement au préalable, peut-être sur des filming days ou je sais pas quoi, peut-être de faire de la bonne corrélation. Si tu prends tout l'ensemble, effectivement, ça fonctionne et la méthode fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, les gars, avec tout ce qu'on a dit sur Mercedes tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour Mercedes de se faire humilier par son propre client? McLaren l'an dernier. Oui, exactement. C'est arrivé 2 années de suite. Est-ce que là, ce serait pas un peu plus visible 2026 dans une révolution? On parle énormément de l'impact, justement, de la prépondérance de la performance moteur. Je pense qu'en fait, on est parti du principe qu'on allait revivre les années 2014-2015 de Mercedes, et je pense qu'on s'est un peu fourvoyé, parce que en 2014, c'était un changement de réglementation moteur uniquement entre guillemets, parce que encore une fois il fallait un peu adapter le châssis, mais là globalement c'est moteur et châssis, et même si on a le choix d'avoir une bonne intégration moteur quand on a notre moteur fait maison, derrière il faut pouvoir aussi développer le châssis, et ces dernières années chez Mercedes il y a des choses qu'on n'a pas bien compris, et même si on est sur un entre-deux entre la réglementation 2021-2025 et 2019-2021 et 2022-2025, je vais y arriver, entre les deux dernières réglementations, on est un espèce d'entre-deux. Il y a quand même des choses nouvelles à comprendre. Il y a quand même aussi du turnover dans les usines et chez les écuries en termes d'employés et d'ingénieurs. Donc moi j'ai l'impression que le moteur Mercedes est effectivement très bon. J'ai pas l'impression que le châssis soit excellent chez Mercedes. Là où chez McLaren, on a pris la chose morceau par morceau, tranquillement, sans se dire... effectivement, le meilleur package, c'est d'avoir conçu sa voiture autour du moteur. Peut-être qu'en fait, ça a mis quelques œillères que McLaren n'a pas. Les gars, si on devait revenir aussi sur la course, on a dit McLaren est de retour, pour le bon comme le moins bon, parce qu'il y a quand même une question, les gars, qui se pose. Est-ce que justement McLaren ne s'est pas un peu planté dans sa stratégie? On avait l'impression qu'en termes de rythme, Norris pouvait catcher Antonelli, même si en fin de course il n'a pas réussi justement à le dépasser. Regardez ce que disait Lando Norris justement à l'arrivée de la course, c'était sur la F1 TV, sur le débrief de la F1 TV. Il dit: on a subi l'undercut, on n'a pas d'excuses, on aurait dû s'arrêter, mais Kimi a fait un très bon travail, chapeau à Mercedes et à lui, c'était une belle course, je dois être satisfait, l'équipe doit être satisfaite, même si je suis dégoûté de rater la victoire. C'était possible à Miami aujourd'hui, mais on n'avait pas le rythme pour le passer à la fin. C'est vraiment la stratégie qui a plombé Lando Norris dans cette quête à la victoire? Je ne sais pas si c'est la stratégie qui l'a plombé, parce que, encore une fois, et là, très humblement, je ne comprends pas encore à quel point les pneumatiques et les stratégies pneumatiques ont une influence par rapport à ce que l'on a pu connaître par le passé. Évidemment, les écuries ont toutes ces informations, mais j'arrive pas encore à
à intégrer dans mon logiciel de compréhension de la saison de 2026 si l'undercut ou l'overcut il a un pouvoir si important, même si on a vu par exemple que Russell a gagné une position sur Charles Leclerc comme ça en réalisant un undercut, mais j'arrive pas encore à comprendre à quel point le fait d'avoir des pneumatiques neufs apporte tant de différence que cela, même si on a vu, alors peut-être que c'est aussi une conséquence de l'évolution réglementaire que l'on a eu pour Miami, on a vu que les pilotes avec des pneumatiques plus frais faisait la différence et roulait quelques dixièmes plus vite au tour lorsque tu avais des batailles directes. Je ne prends pas l'exemple de Verstappen qui lui était vraiment décalé avec son arrêt au 7e tour, mais pour tous les autres, on sentait quand même une différence. Mais j'arrive pas encore à vraiment saisir l'importance encore du capital pneumatique. J'ai l'impression quand même sur cette course, pour la première fois de la saison, on a parlé de dégradation, on a vu des undercuts très puissants. C'est vrai qu'on n'en est pas du tout parlé sur les 3 premières courses et on s'en était plaint justement sur ce plateau. Toi Pierrot, comment t'analyses ? Est-ce que Lando Norris devait gagner cette course ? Est-ce que McLaren aurait pu faire beaucoup mieux en termes de strat ? Parce que quelque part on le voit très vite que l'undercut est très puissant. Tu l'as très bien dit, Russell anticipe très très bien son premier arrêt et on le voit dans cette bataille avec Leclerc qui s'arrête un tour après pour couvrir que l'undercut est très très puissant. On va s'en rendre compte petit à petit au fur et à mesure et quelque part McLaren se fait un peu piéger en voyant Mercedes arrêter Antonelli avant Norris. Je sais pas si d'un point de vue strat ils auraient pu faire mieux chez McLaren, j'ai un doute là-dessus. En vrai, évidemment, ils auraient pu faire mieux, sinon ils auraient gagné. Hein, mais j'ai un doute sur le mieux de la strat. Côté anticipation, quoi. Ouais, côté anticipation. En fait, vraiment, la lecture des pneus, c'est complexe parce qu'on est sur un week-end où il a fait très chaud. Puis là, tu es sur un Grand Prix où il fait froid, entre guillemets, tu perds 20 degrés, ce qui est absolument énorme. La piste est verte. La piste est verte. Qu'est-ce que t'as verte, pardon, ça veut juste dire. Oui, il n'y a plus de gomme. Ouais. Il n'y a plus de gomme, ça glisse un peu toute plus. Toute la gomme que tu déposes tout au long du week-end, en plus avec la Formule 2, elle disparaît à cause de la pluie qui arrive dimanche matin. Ce qui ne plaît pas à George Russell, évidemment. Et derrière, tu as effectivement l'exacerbation, entre guillemets, de l'undercut fait par une Mercedes sur une Ferrari qui est un petit peu plus en difficulté sur la gestion de ses pneus. Donc du coup, je pense chez McLaren, on a essayé de jauger le truc, sachant que Russell était un petit ton en dessous par rapport à Antonelli. Voilà, effectivement, il y avait peut-être mieux à faire, mais avec du recul, une fois que la course elle est terminée, comme dirait Fred Vasseur, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas s'ils auraient pu faire mieux. Je pense pas, en tout cas avec les cartes qu'ils avaient en main ça aurait été difficile, mais ce qui est sûr et je reste persuadé de ça, c'est que la McLaren était probablement la voiture la plus rapide en piste dimanche et que peut-être que Lando Norris s'est heurté à un petit peu trop de dirtière entre guillemets faut que j'arrête de dire entre guillemets, mais c'est heurté avec du dirtière. Je crois que c'est Andrea Stella qui le disait en sprint tout court, que la voiture qui était devant et qui avait le clean air était quand même un peu plus avantagée que la voiture derrière. Il est resté quand même beaucoup derrière, il a fait probablement surchauffer un petit peu plus ses gommes que Antonelli, et il y a aussi tout l'aspect gestion du trafic qui a été aussi importante, je pense, et qui a pu jouer. Tu fais bien d'en parler parce que le dirty air, on recommence à en parler depuis ce week-end américain. Ça, c'est normal. Du côté de Miami. Piastri l'a dit aussi à l'arrivée de cette course, il a dit est-ce que Antonelli ou la Mercedes était plus rapide que nous ? Pas forcément, mais par contre, il disposait justement de l'avantage de la track position. Donc voilà, on sent bien entre les lignes en tout cas que, en effet, le dirty air refait son apparition. On referme ce chapitre McLaren, mais on a hâte déjà de voir la deuxième partie de cette nouvelle spécification. À Montréal, ce qu'il faudra se dire, c'est que la McLaren MCL40 ne ressemblera pas du tout à celle qu'on avait vue du côté de l'Australie. Une voiture B en cours de saison alors qu'ils ont le moins de temps de soufflerie et de CFD possible. Ça, c'est quand même un sacré exploit. On a hâte de voir la suite. On a hâte de voir si Mercedes va réussir à développer dans le bon sens. Troisième enseignement, c'est Ferrari qui a pas mal développé aussi. J'ai mis cheval cambré à l'arrivée de ce Grand Prix parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et notamment du bon travail jeté à la poubelle peut-être par des pilotes justement qui ont fait des erreurs, on va en reparler. Commençons déjà par les réjouissances. Le package agressif et efficient, chose promise, chose due encore une fois pour Ferrari qui est arrivé à Miami avec de nombreuses nouveautés. Outre le fameux aileron Macarena, tout un travail a été fait pour justement essayer de limiter la traînée et favoriser la vitesse de pointe, ainsi que un nouveau plancher qui est arrivé et qui a été équipé sur cette voiture. On connaît le déficit pour Ferrari, il est au niveau du moteur et notamment au niveau du thermique. Mais la question
que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette SF26 n'est pas une petite merveille justement d'aérodynamique, parce qu'on a encore vu que cette Ferrari avait un gros niveau de performance, notamment dans les virages, souffre surtout dans les lignes droites. Les lignes droites justement handicapées par 30 chevaux de déficit qui plombent la Scuderia, 30 chevaux de déficit sur le moteur thermique. On a bien compris aussi que Mercedes avait un ERS, semble-t-il, un petit peu plus puissant à la recharge et au déploiement. Et puis, il faut parler des pilotes et il va peut-être falloir même commencer à ouvrir un petit procès. Leclerc, le tête à queue de trop. Alors, une erreur humaine, une circonstance quand même atténuante, c'est la dégradation des pneus, la tenue aussi également du train arrière en fin de course. Mais cette erreur, quelque part, n'est qu'une piqûre de rappel de certaines choses aussi qu'on a pu reprocher à Charles Leclerc par le passé. Et puis, il va falloir évoquer le cas Lewis Hamilton dans un no man's land. Alors, certes, percuté par Colapinto dans le premier tour, il a fait une course de survie tout simplement parce qu'il a perdu 15 points d'aéro. 20 je crois même. 20 points au lieu de 15. J'avais lu et 20, en effet, Fred Vasseur a parlé de 20 points d'aéro de handicap pour Lewis Hamilton qui n'avait plus du tout de rythme. Mais quand même, Lewis Hamilton, en dehors de cette circonstance atténuante, il a été aussi inquiétant en sprint où il a terminé à la même place à la 7e position. Bref, qu'est-ce que vous retenez les gars de ce week-end de Ferrari? Est-ce que c'est pas la frustration, voire un petit peu l'énervement qui prédomine à l'arrivée de ce Grand Prix de Miami? C'est plus l'inquiétude. L'inquiétude de ne pas savoir à quel point cette voiture est bien née, parce que le jour où le moteur sera performant avec les modifications permises par la duo qui c'est prévu pour Spa, si j'ai bien compris, pour Ferrari, j'ai peur qu'à ce moment-là les autres aussi aient réglé d'autres problèmes de châssis et on se retrouve avec une Ferrari à la peu ou prou finalement même dans la même position, parce que j'ai l'impression que sur les statistiques que l'on peut voir des différents Grands Prix depuis le début de saison, elle semble être un régal. Et même quand tu entends les pilotes, cette voiture, elle semble finalement être un régal à piloter aussi. Elle semble bien née, elle semble performante, mais tu es limité par ton moteur. Et à partir du moment où tu es limité par ton moteur, dans cette Formule 1, tu peux pas performer. Et j'ai cette crainte en fait de ne jamais savoir ce que peut donner cette Ferrari. Écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. La chose sur laquelle moi j'ai envie d'appuyer quand même, c'est une voiture qui est survireuse. On l'a vu au main de Charles Leclerc là hier, le train arrière était particulièrement tendu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a surchauffé les pneus? Est-ce que c'est un réglage? Est-ce que voilà, il y a plein de manières de créer entre guillemets du survirage. Ce qui plaît peut-être un petit peu moins à Lewis Hamilton, qui préfère avoir une voiture un poil plus neutre quand même par rapport à un Charles Leclerc, qui a manqué d'ailleurs de se mettre dans le mur à la fin du premier secteur, il me semble. Tout ça pour dire que la voiture et le châssis, moi j'ai l'impression qu'ils sont bien nés, et quand on voit les temps autour sur la télémétrie et ce genre de choses, on voit que la Ferrari freine un peu plus tard, arrive à rentrer fort dans le virage. Dans la partie sinueuse à Miami, c'est elle qui est la plus forte, donc ça veut dire qu'il y a un bon châssis, il y a une bonne liaison au sol en tout cas, donc ça c'est quand même rassurant. Là où ça pêche, c'est le déficit moteur qui est quand même, enfin je veux dire c'est criant, parce que effectivement, alors moi ça reste ma réflexion. On sait que Ferrari a un plus petit turbo parce qu'ils avaient justement conçu leur moteur en vue de se dire le turbo faut l'entraîner, on n'a que les 5 feux rouges pour pouvoir entraîner le turbo et prendre un bon départ. Aujourd'hui on a 5 secondes supplémentaires avant cette procédure-là. Sauf qu'avoir un petit turbo, c'est bien pour avoir du couple et puis sortir des virages forts, prendre des bons départs et ce genre de choses. Mais en fait, ça va manquer un peu d'allonge aussi en termes peut-être de vitesse de pointe tout simplement. Et puis surtout, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a effectivement le changement de réglementation vis-à-vis de la partie électrique et donc de l'hybride, qui n'a pas tant changé pour Miami sur tout ce qui est recharge. C'est resté très très similaire à ce qu'on a connu avant, et parce que le circuit de Miami a quand même 3 grosses zones de freinage où effectivement on peut faire de la recharge sans trop avoir de problème. Mais par contre, c'est sur le déploiement électrique. Sur le déploiement électrique, maintenant c'est 250 kW partout, sauf sur certaines portions qui ont été définies. Et il y a un document incompréhensible de la part de la FIA, mais bon, c'est pour les ingénieurs, qui dit où est-ce qu'on peut déployer 350 kW. Et donc du coup, je me dis, est-ce que le moteur Ferrari qui est peut-être un petit peu en deçà d'un point de vue thermique, compensé avec finalement sa partie hybride, et qu'aujourd'hui, en fait, comme l'électrique a un peu moins de prépondérance vis-à-vis du thermique par cette nouvelle réglementation-là,
Et bah du coup ça met en exergue justement ce problème de moteur et peut-être de turbo, je sais pas, à voir, on demandera aux ingénieurs et aux mécaniciens de nous expliquer si c'est le cas ou pas, mais d'avoir un plus petit turbo qui fait que tu rends des kilomètres-heure en ligne droite, quoi. Est-ce que cette situation, les gars, elle n'est pas un petit peu désespérée, la situation du moteur Ferrari? On a beaucoup parlé de la Duo, où justement on va travailler uniquement sur le thermique, pas sur la partie électrique, ce qui pourrait aider justement Ferrari. On sait que le développement du moteur est certes encadré, mais autorisé dans le cadre de cette saison 2026. Est-ce que vous imaginez Ferrari, que Ferrari puisse refaire son retard en termes de moteur en cours de saison, ou est-ce que 2026 est déjà une année de transition pour préparer 2027? Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que la Duo, là, on va avoir, après le Canada, on saura qui a quoi en termes de déficit ou pas. Et puis ensuite, va falloir travailler, concevoir les pièces, etc. Et puis c'est pas genre, youhou, ça y est, on a 2% de déficit, donc du coup on peut bosser là-dessus. Non, c'est une pièce et puis c'est des petits trucs. Donc ça va peut-être pas changer drastiquement la performance de la voiture, mais ce sera peut-être des ajustements qui vont permettre de refaire un petit retard, mais ça va pas faire passer Ferrari sur le devant de la scène normalement devant tous les autres moteurs. Donc, et comme le disait Hamza tout à l'heure, effectivement les premières améliorations qu'on verra en piste du moteur Ferrari, si jamais ils bénéficient de la Duo, ce sera pas tout de suite, donc je sais pas si ce sera aux alentours de Spa, mais ça me paraît pas déconnant. Donc c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ouvrons le procès, les gars, des pilotes aussi. J'ai envie d'avoir votre avis, les explications déjà des pilotes, et puis après on jugera un petit peu. Charles Leclerc s'est présenté devant Canal+ hier après son erreur. On le rappelle, il a dominé le premier tiers de la course, il se battait pour le podium, il fait ce tête à queue dans le dernier tour, il repart 6e, et puis derrière il avait cassé sa biellette, du coup plus de direction, et du coup il a dû couper tous les virages. Derrière il a été pénalisé, finalement c'est plus 3e, c'est plus 6e, c'est 8e qu'il termine Charles Leclerc, et il disait ceci justement sur l'antenne de Canal: j'ai tout donné, je savais que ce serait crucial d'avoir le mode dépassement dans le dernier tour, notre déploiement était pas très bon par rapport à la McLaren, ce ne sont pas des excuses parce que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai eu de la chance de finir la course car ça aurait pu s'arrêter là, au lieu de finir 4e je finis 8e, la performance était bonne mais l'erreur dans le dernier tour est grosse, j'ai peut-être été trop optimiste sur l'accélérateur en essayant de rester proche d'Oscar, j'ai été proche de la limite plusieurs fois cette saison, mais là je l'ai perdu. Explication aussi de Lewis Hamilton, c'était sur Sky Sports hier après la course. Évidemment, ce n'est pas un bon week-end du tout, 7e et 7e dans le no man's land lors des deux courses, particulièrement aujourd'hui avec les dégâts, il n'y avait rien que je puisse faire, j'avais 15 points d'aéro en moins, c'est vraiment malheureux parce que l'équipe a travaillé très dur, donc repartir avec si peu de points de suspension. Et puis Fred Vasseur qui était dans la télé italienne hier sur Sky Sports F1, Sky Sports Italia, et il abonde dans le sens de Lewis Hamilton. Lewis avait beaucoup de problèmes, y compris des problèmes de température du moteur. Il a dû gérer son rythme pour protéger l'unité de puissance. Aujourd'hui, c'était plus une course de survie aujourd'hui. Le line-up le plus cher de la Formule 1 en 2026 vous a-t-il satisfait sur ce week-end, les gars? Est-ce qu'on ne retombe pas dans certains travers entrevus les années précédentes? Est-ce que là, justement, il n'y a pas une petite pointe d'inquiétude quand même? Hamilton, course injugeable. À partir du moment où tu as cet accrochage au premier tour, tu peux pas juger la course d'Hamilton. Il termine, je crois, à 1 minute quasiment de la victoire. Mais sincèrement, tu peux pas. C'est inconcevable aujourd'hui d'être inquiet par rapport à une performance uniquement le jugeant sur cette course ce dimanche. Après, t'as un week-end quand même. Il y a une qualif où il est encore à 2 dixièmes et demi, 3 dixièmes de Charles Leclerc. Il y a une course sprint où je suis désolé, on l'a absolument pas vu, ou peu en tout cas, à part cette bataille avec Verstappen. Alors j'entends tes inquiétudes liées à la qualification, mais la force de Ferrari, tu le disais Pierrot, ce sont les départs. Et en fait aujourd'hui les qualifications, à partir du moment où la Ferrari entre en Q3, et bon évidemment il ne faut pas partir 9 et 10, mais si tu es dans le top 6, tu peux t'offrir un bon début de course et tu peux du coup t'ouvrir les perspectives, le champ des possibles, un podium, une victoire. Donc à partir du moment, à mes yeux en tout cas, où les deux pilotes Ferrari sont dans le top 6, on va dire les 3 premières lignes, globalement c'est plutôt positif. Après, ceci dit, sur le départ, on a vu quand même des améliorations aussi chez les autres qui fait que les départs des Ferrari paraissent un peu moins fulgurants, on va dire, qu'à Melbourne. Mais Miami, le premier virage arrive très vite avec le départ. Aussi. Donc t'as pas non plus le temps de créer cette différence. On verra notamment la semaine prochaine au Canada dans 3 semaines. Pareil, le premier virage arrive vite. Un peu moins quand même qu'à Miami. Donc et puis alors. C'est vrai on va peut-être en parler dans un second temps, puisqu'on parle du départ.
l'intelligence aussi de Charles Leclerc. Oh oui. Moi j'ai bien aimé sa manœuvre où on laisse filer, je crois que c'était Allez-y, Verstappen les qui gars. était à l'intérieur sur sa droite, partez au large, moi je croise et je me retrouve tranquillement pépère premier. Mais globalement, voilà, c'est vrai que j'entends l'inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis des pilotes. L'erreur de Leclerc, oui, c'est une erreur fâcheuse, d'autant plus qu'elle arrive en fin de course, d'autant plus que derrière, tu es pénalisé de 20 secondes parce que C'est de sauver ta course. Exactement, parce que tu peux plus tourner d'un côté. Donc, mais globalement, j'aurais quand même tendance à être indulgent avec les deux pilotes à partir du moment où tu as une voiture qui aujourd'hui doit être frustrante à piloter parce que tu sais qu'elle est performante, Vis-à-vis tu des sais autres. qu'elle a du potentiel, mais tu es juste impuissant. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec Hamza, c'est que en fait le problème avec, en particulier avec Charles Leclerc, peut-être un peu moins avec Lewis Hamilton, parce que bon bah comme le disait Hamza. Vu la tronche du fond plat sur le côté gauche, c'est beau qu'il ait perdu que 15 ou 20 points d'aéro, ce qui est énorme quand même. Tu vois les pièces volées. Hein. Ouais. Le bargeboard inexistant. Bargeboard, sur ce côté de la plus là. voiture. Terminé. Nouvelle pièce qui a foutu le camp. Mais effectivement, je rejoins Hamza là-dessus. C'est très frustrant parce qu'ils rentrent fort dans les virages. Ils ont une voiture qui est réglée vraiment avec du train avant et un arrière léger. Et puis derrière, en ligne droite, ça fait... Et terminé, bonsoir quoi. Donc effectivement, quand l'erreur de Charles Leclerc, elle est quelque part justifiée, je trouve, moi de mon point de vue. Il y a tout un tas d'éléments qui font, entre guillemets, qui font que Charles Leclerc a cette erreur-là. Et j'ai regardé sur la télémétrie, c'est 2-3% de gaz légèrement en plus par rapport au tour précédent. Faut savoir qu'à ce moment-là, il avait l'overtake d'activer, les pneus qui étaient en lambeaux. Il a l'air de passer sur un espèce de patch un peu humide dégueulasse sous la passerelle. Il passe le rapport en descendant du vibreur. Il y a tout qui est réuni pour prendre un petit coup de survirage. Mais là, normalement, en plus à ces vitesses-là, on est censé avoir un arrière qui est quand même censé être collé au sol avec l'aéro, mais en fait il suffit de pas grand chose pour que ça franchisse la limite, et il l'a franchi et il l'a dit. Au final, on voit que Charles Leclerc a juste piloté à la limite, je sais pas si c'était le cas pendant tout le Grand Prix, mais a piloté à la limite pour essayer d'aller chercher une McLaren qui finalement était relativement confortable avec un Piastri dedans quoi. Et c'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à l'arrivée. Il dit depuis le début de la saison, je cherche justement cette limite, je la dépasse parfois. Là, je l'ai payé cher cette fois-ci, les autres fois non, mais c'est ça qu'il faut faire en tout cas pour aller chercher justement le podium. On va pas lui en vouloir d'avoir essayé, ça c'est sûr et certain, et ça fait plaisir de voir un pilote qui est aux limites finalement du châssis quelque part. Il faudra peut-être travailler aussi sur la dégradation, sur ce train arrière à l'avenir dans cette saison pour que ce genre de choses n'arrive pas. De bonnes explications en tout cas, et pour le moment, pas d'avertissement de conduite ni de travail pour notre ami Charles Leclerc. On n'est pas encore au conseil de classe, mais vous voyez, on a déjà repris le champ lexical. On referme cette page Ferrari, on va terminer sur Red Bull. Oui, je sais, c'est une émission consacrée au top team, mais en même temps, les amis, c'est vrai qu'il y a eu un mois sans Formule 1, beaucoup d'évolutions, de package, et il s'est passé des choses. Et d'ailleurs, le trait d'union entre ces 4 enseignements, et c'est Brice qui nous le faisait remarquer hier lors de la réunion de préparation, c'est que dans ces 4 top teams, on voit des écarts qui grandissent entre les deux pilotes, et ça va être le thème principal justement de l'enseignement consacré à Red Bull. Est-ce que l'histoire n'est pas en train de se répéter avec des évolutions notamment qui plaisent à Max Verstappen? Red Bull nous avait parlé de correctifs plus que d'évolution pour débloquer plus de performance, et Max Verstappen a réussi lui à débloquer plus de performance parce qu'il s'est dit satisfait de ces nouveautés, plus à l'aise, plus à même d'attaquer et de piloter notamment avec son propre style. Mine de rien, on l'a vu également mettre Russell sous pression en sprint. On l'a trouvé également étincelant en qualif, parce qu'il s'en est fallu de peu qu'il aille chercher la pole position, ce qui paraissait complètement dingo. Il termine, je crois, à moins de 3 secondes de Russell aussi à l'arrivée, bien sûr, de cette course sprint. Il y a cette course aussi où il est passé par tous les sentiments, le 360 degrés magnifique au départ qui lui fait perdre quand même des places, mais pas tant que ça. La remontée et une attitude parfois un petit peu à la limite. Quelques excès, je pense notamment à cette manœuvre contre Liam Lawson. Quid aussi de la petite touchette avec George Russell en fin de course. Et puis à l'inverse, ça tranche avec le week-end galère de Isaac Hadjar. Isaac a connu que des galères, il faut le dire. Déficit de rythme, on l'a vu à 9 dixièmes justement du tour rapide de Max Verstappen sur les 2 séances de qualification. L'incompréhension de Isaac aussi dans une voiture où il n'était pas à l'aise. Tiens, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas des déclarations? Tiens, ça ne vous rappelle
rappelle pas le momentum où Red Bull justement arrive avec son premier package d'évolution dans une saison. Oui, il y a eu du mieux en Q1, en Q2 où il s'est rapproché de Max Verstappen, mais on rappelle qu'il a été disqualifié du fait d'une erreur technique de Red Bull qui a mis un fond plat en tout cas qui n'était pas réglementaire. Et puis il y a aussi son erreur qui coûte cher au 5e tour du Grand Prix alors qu'il est en remontée, alors qu'il montre justement du rythme. Juste pour vous donner encore un petit peu plus de billes, regardez la différence de déclaration entre Max Verstappen et Isaac Hadjar, notamment en milieu de week-end. On est samedi, la course sprint vient de se terminer et les qualifications, elles, vont commencer. Max Verstappen qui nous dit quelques éléments ont changé et cela a rendu beaucoup plus agréable cette voiture à piloter. Je me sens plus en confiance, je n'ai plus l'impression d'être un passager dans la voiture, j'ai une voiture plus cohérente, j'ai plus de confiance et je peux enfin attaquer davantage. Je peux enfin piloter comme je souhaite, simplement avec mes inputs au volant. Ça, c'est Max Verstappen. Dans le même temps, sur Canal+, Isaac Hadjar nous dit « Depuis ce matin, j'ai du mal et je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. C'est frustrant. Je suis à 1 seconde de mon coéquipier. J'ai toujours su pourquoi j'étais plus lent ou plus vite que lui sur les 3 premiers Grands Prix. Mais là, je sais toujours piloter, mais il va falloir comprendre. Je prends aucun plaisir dans la caisse. J'ai du mal à comprendre la voiture. Mais pour moi, c'est pas un gros pas en avant. Pour Max, c'est le meilleur résultat de l'année. » Les gars, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même cette petite pointe d'inquiétude sur ce premier package d'évolution amené chez Red Bull et cet écart qui, pour la première fois de la saison, s'est creusé entre Max Verstappen et Isaac Hadjar? Bah écoute, en fait c'est difficile à dire. On est tenté d'aller reprendre toujours ce comment on appelle ça, ce curse là historique. Oui, de voir la Red Bull numéro 2 qui est toujours maudite par plein de choses. Alors ce qui est terrible, c'est qu'il y a plus le top management de Red Bull qu'on connaissait, donc on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Pour le coup, il y a vraiment une malédiction. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que par moment, en fait, j'ai l'impression que Isaac arrive à être dans le même rythme que Max Verstappen, parce que je prends c'était la Q2 je crois de mémoire, il est à 2 dixièmes de Max Verstappen, donc il est dans le coup, et d'un coup ça s'effondre, il se retrouve à 8 dixièmes je crois sur la ligne vis-à-vis de Max Verstappen en Q3, ce qui est absolument énorme. Donc il y a quelque chose qui fonctionne pas sur la voiture, ça c'est certain. Maintenant, à voir effectivement si il y a un problème dans la manière de piloter pour Isaac vis-à-vis de la voiture qu'il a entre les mains, et comment Verstappen a orienté entre guillemets le développement, puisque lui en fait on lui donne une voiture de plus en plus extrême à piloter, avec beaucoup de survirages, un train avant très directif, très, très pointu, etc., et tous ses coéquipiers en ont fait les frais. Donc à voir si c'est effectivement vers là que Red Bull est parti. Et dans ce cas-là, est-ce que Isaac va être capable ou pas de pouvoir piloter ce genre de voiture? On n'est plus avec des Adrian Newey qui font des voitures souffleries entre guillemets, donc voilà. On va voir si c'est Pierre Vacher qui fait la même chose ou pas. Donc j'attends de voir. Effectivement, l'erreur d'Isaac au tour 5 ou 6, quand il clippe le mur, c'est une erreur qui est bête. Il s'est correctement justifié entre guillemets en sachant que effectivement c'était une erreur et que fallait la rectifier, et que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais quand je vois comment et à la fois Verstappen et à la fois Hadjar sont remontés, que ce soit en sprint ou pendant le Grand Prix, le rythme qu'ils avaient, moi j'ai trouvé ça phénoménal. Enfin, je suis désolé de le dire, mais là quand en sprint Verstappen essaie de le relaisser passer Hamilton, qui veut pas vraiment passer parce qu'il y a l'overtake, il y a ceci, il y a cela, ça fait penser à Alonso Hamilton justement au Canada en 2013 ou 2012, je sais plus. Derrière, Verstappen, quand il redépasse à la régulière Hamilton, il revient sur le peloton de devant entre guillemets, où il y avait 2-3 secondes déjà d'écart en quelques tours. Donc il y a une Red Bull qui est très performante, et il faut juste savoir en extraire la quintessence. Le regret, il est là dans la course d'Isaac, c'est quand tu vois effectivement la capacité à remonter assez rapidement avec des pneumatiques dures. C'était le seul à être parti en dur en début de course, puisqu'il était parti des stands. Tu te dis, attends, mais jusqu'où ça peut aller en fait, parce qu'il dépassait assez rapidement, et un peu comme Max Verstappen lorsqu'il s'est retrouvé aussi en fond de grille. Je crois Carlos Sainz, c'était Carlos Sainz, la radio qui lui reprochait de conduire entre guillemets n'importe comment, parce qu'il pouvait se le permettre, comme il était en train de se battre face à des pilotes du milieu de tableau. Toutes les manœuvres de Verstappen ont été faites en intégralité à l'intérieur de la piste, y compris pour ses adversaires.
Je tiens à préciser. Donc effectivement, ça a été extrêmement agressif. On est complètement d'accord là-dessus. Maintenant, oui, on est moins gentleman, quoi. C'est le sport automobile. C'est le sport automobile. Je t'en prie, excuse-moi. Non, mais t'as bien raison. Et en fait, par rapport à la course d'Isaac, justement sur une stratégie alternative, il y a ce regret de ne pas savoir ce que ça aurait pu donner à la fin de la course. Effectivement, on va voir sur les prochains Grands Prix. Le Canada est un vrai circuit test, je trouve, parce que c'est un circuit étalon pour tous les grands pilotes finalement de la discipline. Et là-bas, on voit aussi qui est qui. À Montréal, donc ça va aussi permettre de voir l'évolution de cette Red Bull, à quel point Isaac va pouvoir ou pas être en capacité de s'acclimater à ces nouvelles évolutions. On parle d'évolution, j'ai été comme un enfant avec l'aileron Macarena de Red Bull. Incroyable. En fait, on a tous été subjugués par cette trouvaille technologique chez Ferrari, et lorsque Red Bull débarque à Miami avec le même concept mais un mode de fonctionnement différent. En fait, parce que je crois que c'est le compte Instagram et le compte Twitter de la Formula One qui a fait un comparatif, qui a publié celui de, je crois que c'était Mercedes, celui de Red Bull et celui de Ferrari. Et en fait, quand tu te focalises sur celui de Red Bull et celui de Ferrari, tu t'aperçois que l'ouverture et la fermeture de celui de Red Bull est plus rapide parce que la rotation est inversée. Et comme la rotation est inversée, tu t'aperçois que c'est presque plus naturel de l'ouvrir de cette manière. Et du coup, tu te dis, non mais attends, mais pourquoi chez Ferrari, ils l'ont pas fait en fait ? Donc, l'ingéniosité de Ferrari, ça devient presque du... Mais attends, est-ce qu'on est sûr de ce qu'ils ont fait, nos amis de Ferrari ? Et puis après, tu vois l'écart entre le flap supérieur et le flap inférieur. Je pensais qu'il y avait un problème de réglementation vis-à-vis de l'écart. Parce que normalement, c'est dans c'est impressionnant. Tu peux plonger comme ça. En fait, c'est dans une boîte et normalement, l'aileron arrière n'est pas censé sortir de cette boîte ou le même genre de truc. Donc c'est bizarre que l'ouverture soit si grosse par rapport à Ferrari, où Ferrari reste vraiment dans la boîte de l'égalité, comme on dit. Mais juste pour finir sur l'aileron arrière de Red Bull, qui a été développé avant qu'ils voient l'aileron arrière de Ferrari. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure chez McLaren, c'est impossible de construire une telle pièce en l'espace de un mois ou 2 mois. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé Mad Max, les gars ? Moi, franchement, en voyant notamment ce qu'il nous fait en sprint et en qualif, je me dis, non mais en fait, Max Verstappen, il y a un monde où il peut être champion du monde à la fin de cette saison. Ouais, mais faut jamais l'enterrer, visiblement, vu ce qu'on a vu l'année dernière. Faut pas enterrer Max Verstappen quoi qu'il arrive. 74 points de retard. Attends, mais il était à plus que ça en plus. L'année dernière. Je ne dis pas que je n'y crois pas, je pose la statistique. Vous en faites ce que vous voulez. Méfiez-vous. C'est juste 74 points de retard après 4 courses. Ouais. Il reste quoi ? Il reste 18, 20 en plus. Ouais. Large. Non, mais en qualification, quand il va te... En fait, c'est terrible parce que t'as pas l'impression qu'ils ont la monoplace pour. Et lui, à chaque fois qu'il est en piste, il te met le doute, est-ce qu'il va aller chercher la pole ? Il met 2-3 dixièmes de plus que la monoplace a pas. C'est dingue. Ouais. Et pour corroborer et pour conclure ce dernier enseignement sur Red Bull, les explications de Isaac Hadjar, c'est peut-être une note d'optimisme par rapport à la première déclaration qu'on vous mettait, qui datait du vendredi ou du samedi sur Canal. Ça s'est mal fini ce week-end pour Isaac, c'est fini dans le mur dès le 5e tour. Vous l'avez dit, il avait du rythme à ce moment-là, mais ça se termine quand même sur une note d'optimisme qui peut nous laisser les chakras ouverts pour le prochain Grand Prix. Isaac qui disait sur Canal, je suis fâché parce que j'avais du rythme, je remontais facilement, je jette des points à la poubelle bêtement, je suis très frustré, en plus de ça j'ai fait mal à la voiture, dit Isaac, donc ça compte aussi. Tout le week-end j'étais à la limite, j'étais à l'aise avec cette limite, et là ça ne l'a pas fait, je n'ai pas été assez précis, j'ai pris trop de risques, et sur une course qui fait 57 tours, c'est normal qu'à un moment ça touche, je n'ai pas été assez intelligent. Beaucoup de gens reprochaient à Isaac sa réaction justement vendredi ou samedi. Beaucoup de gens ont dit il faut qu'il dégonfle, etc. Bon, ça, moi j'avoue, je comprends pas trop ses avis, mais les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Intéressante et intelligente la réaction de Isaac également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ait pu trouver ce rythme justement en course. Ouais, mais ça fait partie. De toute façon, les réactions, ça va faire partie aussi du microcosme Red Bull. À partir du moment où aujourd'hui tu es dans un top team, quand c'est positif, c'est exacerbé. Quand c'est négatif, c'est aussi exacerbé. Et ça, faut juste l'accepter. T'as raison. Exactement. Rien d'autre à dire. Et ben voilà, on conclut ce 4e enseignement, les amis. N'hésitez pas bien évidemment à commenter chacun des avis en dessous dans la page de chat, en bas de ce player YouTube. Voilà, on attend vos avis. Et nous, juste pour terminer, le petit exercice de comptabilité, comme à chaque fin d'émission, le point sur le classement, championnat du monde des pilotes, championnat du monde des constructeurs. Côté pilote, on vous en a parlé, 20 points d'écart désormais entre Andrea, Kimi Antonelli et George Russell. Va falloir se méfier. Charles Leclerc est à 20
21 points derrière le pilote britannique. Et puis on voit que ça joue aux auto-tamponneuses derrière. Lando Norris à égalité de points avec Lewis Hamilton, avec un petit gap. Et puis Oscar Piastri, on n'en a pas parlé, qui a été dominé par son coéquipier ce week-end, qui pointe à la 6e place. Hamza, vous le disiez, regardez l'écart entre Max Verstappen et Andrea Kimi Antonelli. Méfiez-vous toujours, 74 points. Dans un monde réel, ça n'existe pas, mais dans le monde de Max Verstappen, il est tout à fait possible de le voir. Un seul Français dans ce top 10, c'est Pierre Gasly, qui pointe à la 9e place. Et puis classement constructeur aussi. Oui, la suite du classement. Merci beaucoup Eliane, avec Franco Colapinto, vous l'avez vu, qui met des points quand même mine de rien assez importants. Et puis aussi meilleur résultat en carrière. Meilleur résultat en carrière, tout à fait, t'as raison. 7e. Exactement. C'est le câlin avec Léo Messi, ça. Ouais, ça aide, ça booste quand tu es argentin, et même, même quand tu viens d'ailleurs, ça aide et ça booste. Et puis on notera aussi, vous l'avez vu, les deux entrées, les deux Williams, Carlos Sainz et Alexander Albon, 2 points et 1 point inscrits, même 4 points et 1 point inscrits dans ce week-end. On va parler du championnat constructeur ? Ouais, vas-y, regarde, tiens. Vas-y, je t'en prie. Regardons ça. Regardons ça, petit exercice comptabilité, on prend les billes, 70 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Ça se resserre entre Ferrari et McLaren, attention au point de jonction. Deux écuries n'ont pas marqué de points, c'est Cadillac et Aston Martin. Et regarde le banc en avant de Williams, 5 points à la 8e place. Mais surtout, regardez la 5e position. Alpine a signé plus de points en 4 courses que sur l'ensemble de la saison 2025. J'ai envie de dire Cocorico, mais j'ai envie de dire plutôt God Save the King. Mais voilà, bravo Alpine, et ça avance, ça progresse. Exactement. Bon début de saison de l'écurie franco-britannique. Mais ça, c'est le moteur Mercedes, c'est pas le châssis. Bah oui, c'était ça le problème. On sait tous que le problème chez Alpine, c'était le moteur, évidemment. Évidemment. Il n'y a que 7 points d'écart, attention, entre Red Bull et Alpine, les gars. Peut-être là la bataille. On regardera ça à Montréal. Alors moi je serai pas là, je laisserai Brice reprendre ma place et je vous laisserai dans la galère. Le prochain rendez-vous de Paddock Pass, si vous l'ont dit les gars, ça sera bien sûr post-Montréal. On a quoi, 3 semaines de pause. Ça commence à être pénible ce calendrier. Moi, ça commence à me faire péter les plombs. C'est pas grave, on va retourner à Monaco poser les vraies questions les gars. Non, ça c'est. D'ailleurs on embrasse l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, qui nous a très très bien reçus. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens à Monaco qui nous suivent, donc on les embrasse. Je pense à Marc notamment, qui est un grand fan des pistonnets, qui apprécie les avis particulièrement de monsieur Hamza Ramani. Voilà, bon, on les embrasse. C'est les gens qui ont bon goût. Si c'était quelqu'un d'autre, ça allait pas. Exactement. Ah oui, d'accord. Voilà. Putain, tu le remarques, je dis on l'embrasse, enfin je l'embrasse, pas je les embrasse. Voilà. Ouais. C'est vrai. Okay. Tu l'as joué collectif. Merci à Eliane pour la préparation de cette émission, c'était absolument parfait. Brian est parti en vacances, il était à Miami pour regarder justement. On a essayé de faire un duplex, mais il était pas dispo. Ouais, il a pas envie, notre copain. Il nous a montré par contre qu'on pouvait prendre des téléphériques au-dessus de la piste. On a vu une très très belle vidéo. Il nous a aussi envoyé la pluie, manifestement. Ouais, c'est vrai. C'est la fameuse pluie qui est arrivée en fin de course. C'est vrai qu'on en a pas parlé de la pluie, mais cette pluie de merde là, qui a pas voulu pointer le bout de son nez, moi ça me rend ouf. Mais ça veut dire que la vraie. Moi j'ai écouté toutes les radios c'était ça arrive dans 2 tours, ça arrive dans 5 tours. Non, mais ça veut dire que c'est la vraie Formule 1 qui est de retour si la pluie n'arrive pas alors qu'on nous l'annonce depuis à peu près 3 jours. Vous vouliez retrouver les vrais symboles de la Formule 1, les vraies sensations de la F1 que vous avez aimé. On l'a retrouvé en tout cas. Pas si artificiel finalement. Pas si artificiel finalement. Merci les gars en tout cas. Vous avez été excellents et vous continuez la discussion. Je l'ai dit en commentaire. Puis on vous attend les abonnements, très important. Instagram, Paddock Pass, Paddock RMC, très important. On compte sur vous les amis. Passez une bonne journée. À très très vite sur l'antenne de RMC Sport.